Nouvelle table ronde qui s'intitule « Les professionnels au-delà des silos ». C'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment les professionnels peuvent davantage travailler ensemble, mieux se coordonner pour améliorer la qualité des soins et l'accès à la santé. 3 intervenants, Elisabeth Ashmanian qui est membre du groupe santé d'un think tank le plus important qui a étudié cette question, Elisabeth Hubert qui est en distanciel comme on dit, qui est présidente de la FNEAD, la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile, Patrick Jourdain qui est directeur médical de Covidom, on va en parler beaucoup, et Jean-Paul Ortiz, président de la CCMF. Bonjour, rebonjour. Patrick Jourdain, on va commencer par vous. Vous êtes donc, j'ai dit, directeur médical de Covidom. Vous êtes professeur de médecine cardiologue, si je ne m'abuse. Et vous avez mis au point Covidom. Alors, ça illustre un peu le mouvement que la crise sanitaire a déclenché dans le développement, l'accélération de la santé en France. Covidom concerne 700 000 franciliens et c'est un outil qui permet de suivre à distance avec les médecins libéraux et les hospitaliers, les patients atteints du Covid et les cas contacts. Et donc, avec cet outil qui a été développé très rapidement, ça a permis de faire tomber un peu le mur entre la ville et l'hôpital, qui est un des grands sujets qu'on va voir avec Jean-Paul Ortiz, Elisabeth Hubert, etc. Et Elisabeth Ashmanian. Comment vous avez fait? Quels sont les acquis de cet outil? Et comment vous avez réussi à faire tomber un mur qu'on désespère de voir tomber? Enfin, comment vous avez tout simplement favorisé la coordination entre les médecins hospitaliers et la ville au profit du patient? Et bien, ce qui est très intéressant, et vous l'avez très bien dit, c'est que, en fait, au lieu de partir chacun dans notre silo, on a co-construit. C'est-à-dire qu'on s'est mis autour de la table avec quelques médecins hospitaliers, des médecins libéraux, et l'idée était de dire qu'il n'y en avait pas un qui avait le lead par rapport à l'autre. C'était en fait, chacun avait des idées, et il y avait un arbitrage, l'essentiel c'était d'aller vite. Comme vous l'avez dit, en une semaine, on a monté cette solution, qui est en fait la solution la plus grande au monde, qui permet actuellement juste de suivre 770 000 franciliens. Et ça a été un élément clé qui a été porté par l'URPS, l'Union des professionnels libéraux de ville, également par les médecins, mais pas que hospitaliers. Et on a eu également énormément de volontaires qui sont venus nous aider, soit des volontaires de la société civile, soit des volontaires simplement de la santé. Et c'est grâce à cette aventure humaine qu'on a pu non seulement créer Covidom, qui a été une réussite, mais également se lancer maintenant dans le après. C'est ce qu'on va appeler Télédom, c'est la prise en charge par télémédecine de l'ensemble des pathologies. Et donc ça, pour faire tomber ces murs, on va dire c'est la co-construction, c'est la discussion, et c'est toujours mettre le patient au centre de la table. Se dire finalement, nos petits soucis personnels, ça passe derrière parce que c'est une crise, c'est un défi citoyen à relever. Vous l'avez dit, c'est parce que c'est une crise quand même. Alors, vous allez nous dire quels sont les enseignements et comment on peut faire en sorte que ça se pérennise. L'aide de liaison entre l'hôpital et la ville, ça ne marche toujours pas, alors que tout le monde se dit, vous allez voir, vous allez voir, on va le faire. Alors, comment faire en sorte que cet acquis, obtenu au moment de la crise, se pérennise, se développe et permet... Alors, on ne dit plus télésurveillance maintenant, mais on dit téléaccompagnement. Hein, c'est Gérard Raymond, le président de France Assos Santé, qui nous a dit on a marre d'être surveillé, on veut être accompagné. Tout à fait. Alors, comment tirer les enseignements de tout ça? Eh bien, ce que je dirais, c'est qu'il y a un certain nombre de concepts qui doivent être la base de notre soin actuel. La base du soin actuel, c'est que tout le monde doit être intégré. Il ne doit plus y avoir de séparation. Et vous voyez, par exemple, dans Covidom, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est que la plateforme est là comme un filet de sécurité pour le médecin qui est très occupé, qui a d'autres choses à faire, qui a de temps en temps le droit de prendre ses week-ends, et par contre, lui-même peut traiter ses alertes. Et donc, finalement, nous, on est juste là en sécurité derrière. Au lieu de se dire, c'est l'hôpital qui dirige, c'est l'hôpital qui fait, eh bien non. Nous, on est juste la barrière de sécurité. Le deuxième élément, c'est de se dire, ce qu'il faut, c'est qu'en permanence, il puisse y avoir une discussion entre l'un et l'autre. Et donc, à tout moment, chaque médecin peut nous envoyer un mot sous forme de note médicale pour chaque dossier de patient. Et puis, encore une fois, grâce à nos partenaires URPS, dès qu'il y a un retour négatif sur une modification ou autre, eh bien, du coup, nous, on en tient compte, on change les choses. Mais au-delà de ça, ce que je dirais qu'il faut vraiment arriver à mettre en place et à déployer, c'est le pilotage par la donnée. C'est-à-dire que dans cette plateforme, tous les jours, il y a un reporting transmis à la ville, transmis aux instances. Oui, et c'est ça qui marche. Concrètement, très rapidement, à quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'un patient qui est contact, Covid+, ou contact,
il a une application sur son smartphone, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il y a deux éléments. Il y a le Covidom classique, c'est le médecin qui rentre le patient. Donc, il lui explique le système. Il va le faire adhérer au système. Et là, on a plus de 91% des patients qui activent leur compte. L'autre cas, c'est sur son smartphone, il télécharge simplement sur les sites type Google Play ou autre chose. Il va avoir son application. Lui-même reçoit un SMS qui lui dit « Votre médecin vous a inclus » ou « L'assurance maladie vous a inclus » ou « L'ARS vous a inclus ». Est-ce que vous voulez accéder? S'il met oui, il va accéder à ses conditions générales d'utilisation, puisqu'on respecte le droit du patient qui a le droit de dire non. Et une fois qu'il aura validé ses conditions d'utilisation, tous les jours, une fois par jour, ou deux fois par jour, il recevra simplement un questionnaire sur son état de santé, avec des tutoriels pour mesurer par exemple sa fréquence cardiaque, des choses toutes simples que le patient peut faire et sait faire si on lui fait confiance. Et ces éléments-là vont être transmis sur notre algorithme et créer éventuellement des alertes. Si pas d'alerte, on n'ennuie pas le patient. S'il y a une alerte, en moins de 6 minutes sur les 320 000 alertes, on l'appelle. S'il y a besoin, on peut déclencher un SAMU. Si besoin, on l'oriente vers son médecin traitant. Et je suis très fier de dire que dans quasiment 3/4 des cas, le patient a été réorienté vers la ville et n'a pas été pris en charge sur la plateforme. Et je crois que c'est ça la grande leçon. L'hôpital n'est pas là pour tout faire, il est là pour donner des solutions pour les collègues de ville. Et j'allais dire, on a créé un vrai dossier partagé, et j'en suis fier, à la fois pour des collègues psychiatres, à la fois pour des collègues généralistes, pour des collègues libéraux. Et bien c'est ça qui a bien marché. Et plus de la majorité des patients ont été inclus par la ville. Et c'est encore le cas actuellement. Alors, Jean-Paul Ortiz, vous êtes le président de la CCMF, les médecins libéraux. Vous êtes scotché? Non, je ne suis pas scotché, parce que je connaissais cette expérience. Oui. Je la trouve extrêmement intéressante. Et pour moi, les clés du succès, ce qui a caractérisé cette expérience, c'est la co-construction. C'est le respect des uns par rapport aux autres et réciproquement. Il n'y a pas eu de leader, il n'y a pas eu de quelqu'un qui a voulu imposer quelque chose à l'autre. Oui, sinon, on n'arrive pas. Bien souvent, ça ne suffit pas la co-construction. C'est parce qu'on met les gens ensemble que... Alors, le deuxième accélérateur, et vous avez complètement raison, Philippe Leduc, c'est que la crise du Covid nous a obligés à construire sur le territoire des solutions. Ensemble, il y a l'exemple de Covidom que je trouve extrêmement intéressant, parce que je le trouve beaucoup plus intéressant, parce que le patient devient acteur de sa surveillance et de sa santé. Moi, je crois beaucoup à ça pour la médecine de demain. Mais au-delà de ça, dans les territoires, on a vu des centres Covid qui ont été organisés par les médecins libéraux en lien avec les médecins hospitaliers. Vous savez, Philippe Leduc, je vais vous dire, entre médecins, on se parle, on arrive à construire et on se comprend parce qu'on parle le même langage. Là où c'est plus compliqué... Oui, mais la coordination des soins nécessite des outils numériques qui aujourd'hui... Oui, mais là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est lorsque interviennent des structures, lorsqu'interviennent des acteurs qui veulent réguler, organiser avec cette logique administrative et bureaucratique. Alors là, c'est cuit. C'est mort. Il y avait la PHP quand même. Oui, qui est un gros, vous ne dites pas trop, vous le cachez, on a l'impression. Il y avait quand même le gros l'assistance publique hôpitaux de Paris et Martin Hirsch qui s'est mouillé quand même. Donc, et qui en parle beaucoup de Covid. Oui, mais donc il y avait une structure importante. Mais c'était la crise. Est-ce que ce qu'on a fait pendant la crise peut être pérennisé? Parce que pour l'instant, c'est expérimental. Pour l'instant, on ne sait pas qui paye. Ah si, on sait. C'est ça l'intérêt des structures. Je crois que ce qui est très important, c'est que il y a la PHP qui, sur ses deniers propres, s'est organisée pour payer tout Covidom à la base. Il y a eu bien sûr des mécènes, la région parisienne, la ville de Paris, d'autres mécènes. Mais très clairement, c'est la PHP au départ, à la réunion du 2 mars. Moi, j'ai dit, voilà ce qu'il faut si on veut faire de la télémédecine. Et on m'a dit, banco. Voilà, on m'a dit banco, on ne regarde pas si c'est parce qu'à la paix, ça ne lui apportait rien en direct. Elle aurait pu très bien se focaliser sur ses hôpitaux. Et ce qui est intéressant après, c'est que dans le programme Covid Contact, dans le programme Covid ARS, c'est l'ARS, c'est-à-dire l'ensemble des concitoyens qui payent pour un service dont nous, on peut témoigner de l'efficacité chaque jour. Et j'allais dire que ce qui va être très important, c'est de se dire, bien sûr, il y a la PHP, mais ça a été la PHP dans une logique véritablement d'ouverture. Et je crois qu'il ne faut pas se dire, il y a l'institution, mais il y a les gens dans l'institution. Et là, ça a été une affaire de soignants entre soignants. On était dans notre task force, il fallait trouver une solution pour les patients. Mais alors, comment pérenniser et développer alors oui, Jean-Paul, ensuite. Je crois que l'exemple de Covidom, il est intéressant et il faut en tirer les enseignements. Le monde d'après ne doit pas être le même que le monde d'avant.
Je crois que vraiment, il faut responsabiliser les acteurs sur les territoires. Responsabiliser les acteurs qui sont ceux qui doivent co-construire des solutions. Excusez-moi, je suis désolé, mais les structures ne doivent être que celles qui répondent à ce qui a été élaboré, pensé par les professionnels de santé. On a l'impression qu'il y a une révolution un achantamento des structures, comme vous dites, c'est le ministère, c'est les ARS, donc on accompagne plus qu'on dicte. Oui, mais Est-ce que c'est vrai? Au-delà des mots, oui, il faut que ça soit une réalité sur le terrain. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, on a vu des ARS qui ont bien compris qu'il fallait un peu donner la main aux professionnels et leur faire confiance. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont été vraiment des obstacles, des freins contre lesquels il a fallu se battre pour pouvoir co-construire ensemble sur le terrain. Et je crois que là, il faut que le ministre prenne ses responsabilités par rapport à cette évolution fondamentale. Oui, il faut faire confiance aux professionnels, en particulier aux médecins qui peuvent construire, et dans l'ensemble des professionnels de ville, dans leur diversité, les infirmières et les infirmiers, les kinés, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, etc., faire confiance aux professionnels de santé et mettre au service de ces professionnels de santé et de leurs projets les structures, y compris au plus haut niveau. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut que ça soit construit. Et vous avez le sentiment que ça avance? Oui, vous. J'espère que ça va continuer à avancer. Alors, Elisabeth Hubert, merci d'être avec nous. Vous êtes une grande spécialiste du système de santé, mais aujourd'hui vous êtes présidente de la FNEA, de la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile. Et ça tombe bien, vous venez de sortir ce mois-ci un livre blanc sur la e-santé et l'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce qui peut faciliter donc le développement et c'est le sujet que vous abordez longuement dans votre... Alors, il fait que 56 pages, votre livre blanc, donc ça, c'est bien, il n'est pas trop long. Et vous insistez sur deux choses, c'est la mobilité et l'interopérabilité. On a longuement parlé tout au long de l'après-midi. On nous promet des solutions pour 2022. Mais comment faire en sorte, justement, que ce soit... La CHADI, on imagine bien l'importance de la coordination des soins avec tous les opérateurs, acteurs et professionnels autour. Comment avancer plus vite? Merci et désolé pour être sur votre plateau, j'ai honte quand je vois effectivement les uns ou les autres qui sont physiquement présents. Mais pour répondre à votre question, Philippe, et puis aux réactions qui ont été celles des interlocuteurs, oui, on a voulu insister, vous voyez les journées de la fédération qui ont lieu traditionnellement en décembre, nous aurions dû avoir autour du thème justement de la télésanté, 2 journées qui auraient été précisément un focus, et vous me donnez l'occasion de développer certains de ces sujets. Donc, le constat que l'on fait, j'entends ce que Jean-Paul évoque sur des structures qui peuvent être des freins, etc. On n'est pas au royaume des bisounours quand même. Je pense que la guerre des territoires, elle existe encore. Alors, désolé de le dire, mais on l'a constaté, quand encore aujourd'hui, nous avons effectivement dans les EHPAD des difficultés à les prendre en charge des patients, alors qu'il y a un besoin évident, réel, qui n'est pas contestable, puisque heureusement nous avons des réussites à notre actif, c'est un tout petit peu dommage, et on voit bien que la guerre des territoires, même entre professionnels, et c'est pas simplement les structures, elle n'est pas finie. Alors comment on peut faire... On comprend pas bien. Vous pouvez pas intervenir dans les EHPAD, pourquoi? Si, on intervient. Le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où on estime qu'effectivement, nous, on n'a pas besoin de l'HAD, même quand vous avez eu 2, 3, 5, 10 morts, parce que, alors entre ceux qui pensent qu'effectivement, si l'HAD vient, ça va amener l'infection, a priori, s'il y a déjà des morts, il y a déjà l'infection. La deuxième tour qu'on ferme au public, et tout public, y compris des professionnels extérieurs, ou si, effectivement, sur des raisons qui sont parfois moins avouables, il est estimé que, mon Dieu, les tarifs pourraient être atténués dans le futur parce que l'intervention des HAD aurait été sollicitée. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je veux simplement dire, parce qu'on est en train de s'en débrouiller et on va s'en arranger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas simplement, Jean-Paul, mettre sur le dos des structures et des institutions ce dont on ne peut pas nier, qui est parfois aussi en nous. Et quand je dis en nous,
je n'exonère pas les établissements d'HAD de cette responsabilité aussi. Et je pense que nous avons collectivement à faire des efforts pour faire en sorte que ce message puisse passer. Pour en revenir à ce que Philippe vous évoquiez, je rebondis sur ce que l'exemple qui a été présenté de Covidom et de ce qui va en être son développement et sa traduction future, et je le trouve très intéressant. On voit et on a commencé à en mettre en place, et effectivement la situation a fait accélérer aussi les choses. Vous avez des systèmes, vous avez des mini WhatsApp qui existent et qui sont bien sûr sécurisés, et qui ont réussi à se mettre en place à cette occasion-là, qui se sont notamment, qui ont vu mettre les caméras, ce qui n'existait pas obligatoirement, et je pense, j'ai pas d'action dans la maison, donc je cite son nom, mais parce que c'est parlant, un système qui s'appelle Pandalab, et Pandalab, on l'utilise dans un certain nombre d'établissements d'HAD, parce que ça permet au service d'un patient donné de pouvoir, en temps réel, donner des informations à tous les professionnels qui interviennent auprès de ce patient, et comme Covidom l'a évoqué, comme ça a été évoqué pour Covidom, une information qui est actualisée, qui est en temps réel, qui permet d'apprécier les informations, qui permet d'être bref aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une lettre de liaison ou sur un rapport qui va faire des pages et des pages, on est sur l'information utile. L'information utile. Et je pense que ça, c'est un élément qui est un élément tout à fait important, et je suis tout à fait d'accord pour dire que la période que nous avons connue permet d'aller plus loin, plus vite. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le soufflet retombe. Et je me méfie un petit peu des tentations que finalement on estime que c'était la crise et que les silos, c'est un peu le terme de cette table ronde, ne se reconstituent parce que effectivement, justement, certaines barrières sont tombées. On l'a vu, on a permis à faire en sorte que soient facilitées des interventions des libéraux en EHPAD, des libéraux éventuellement même dans des structures d'hospitalisation conventionnelle parce qu'il y avait besoin d'individus pour renforcer. La tentation, et nous on l'a vu entre la première et la deuxième vague, l'anecdote n'est pas anodine. Certains établissements d'HAD ont été sollicités durant la première vague pour éviter les hospitalisations de certains patients, pour pratiquer des chimiothérapies injectables à domicile. Nous avons établi les procédures, notamment des établissements d'HAD, je pense notamment aux établissements parisiens qui étaient déjà très expérimentés en la matière, ont donc été très réactifs, ont mis en place des protocoles, ont mis en place des choses, et c'était légitime, il fallait rendre ce service. Et puis la vague est passée durant cet été, et on a vu des patients dont on avait estimé qu'il était intéressant et utile qu'ils soient suivis à domicile, les patients être ramenés dans les structures d'hospitalisation conventionnelles, pour d'ailleurs que nous soyons sollicités à l'occasion de la deuxième vague, pour qu'à nouveau, ils puissent être pris en charge en HAD. Je pense, et je ne le tire pas sur les établissements qui ont été à l'origine de ce genre de démarche, parce que je les comprends. Notre système, précisément, notamment sur les rémunérations des uns ou des autres, ne permet pas à ce que nous ayons cette fluidité. Donc, on le sait aujourd'hui, si on regarde les trois difficultés qui pouvaient exister sur les coopérations, elles tiennent au financement. Et je ne crois pas une minute à l'intérêt des articles 51 qui, en 2 ans, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité ni de leur développement. Je pense beaucoup plus, et là je partage le point de vue des autres intervenants sur l'intelligence et le fait que les institutions et les structures doivent accompagner et pas s'amuser à demander des pages et des pages d'appels à projets et de choses. Si les acteurs y s'entendent, allez hop, on avance et on finance. On contrôle l'utilisation des fonds, mais on finance. Et ça, je pense que c'est un point important. Le deuxième, il est effectivement au niveau des outils, notamment informatiques. Et ça, je pense qu'on en a parlé. En attendant une interopérabilité, la capacité à partager avec des outils, des applications qui se sont mises en place est un élément tout à fait important. Et puis le troisième élément, il est réglementaire et juridique. Il a été pour une large part assoupli à l'occasion de cette crise. Il faut impérativement qu'on ne revienne pas en arrière sur cet assouplissement.
Merci. Elisabeth Achmanian, vous êtes représentante de la santé au think tank le plus important, donc, et vous êtes intéressée à cette motivation, à cette mobilisation des professionnels de santé. Quel est votre diagnostic et vos solutions? Alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il est absolument évident que les technologies en général apportent, enfin toutes les innovations technologiques apportent un bénéfice réel aux patients. Ça, je crois que personne n'en doute, on l'a beaucoup dit, même au cours des tables rondes précédentes. Mais justement, le plus important, on s'est posé la question des professionnels de santé. Qu'en est-il des professionnels de santé? On parle beaucoup des patients, mais qu'en est-il des professionnels de santé? C'est le sujet. Non seulement c'est le sujet. Ouais, mais non seulement c'est le sujet de la ronde, mais comment est-ce qu'on peut finalement est-ce que peut développer les technologies au bénéfice des patients si les professionnels de santé eux-mêmes n'y croient pas ou s'ils n'adoptent pas ces technologies? Donc en fait, nous, on est parti de là, on s'est dit finalement quels vont être les impacts et quels vont être les impacts en fait de ces technologies sur les professionnels de santé, sachant que même si, comme on l'a dit, ce sont des effets positifs pour les patients, il peut y avoir également certaines craintes tout à fait légitimes auprès d'un certain nombre de professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, sur notamment des risques éventuels de déclassement avec l'utilisation plus massive des technologies. Donc on s'est attaché dans l'étude que nous avons réalisée à montrer en quoi ces technologies, elles venaient modifier, bouleverser, transformer de façon évidemment très différente les professions de santé. Alors nous avons réalisé un rapport avec toute une série d'analyses et de recommandations surtout, que je vous invite à consulter si vous voulez avoir l'intégralité sur notre site, et que nous avons proposé donc également au pouvoir public, parce qu'un des objectifs de notre think tank, c'est aussi de créer le débat, d'ouvrir le débat public et d'être force de proposition, notamment auprès des acteurs publics. Alors le point de départ de tout ça, il est venu du constat donc les conséquences pour les professionnels de santé de toutes ces disruptions technologiques là, qu'il s'agisse, comme on l'a dit, de l'intelligence artificielle, de la robotique, des technologies en général, du numérique, elles étaient en fait assez peu documentées, et qu'il était important de donner de la visibilité aux professionnels eux-mêmes et aussi au pouvoir public sur les impacts et sur les conditions d'exercice des métiers. Alors en fait, il y a trois choses qui étaient importantes pour nous. C'est d'abord d'évaluer la façon, d'abord la nature de ces impacts, leur ampleur et leur vitesse aussi de diffusion sur les métiers de la santé, et ceci à horizon 2030. Il valait également pour nous, un des points clés était de mieux comprendre les enjeux de ces impacts. En gros, finalement, qu'est-ce qu'il y a à perdre, ou qu'est-ce qu'il y a à gagner, à accélérer en fait les usages et l'appropriation de ces innovations technologiques par les professionnels. Et enfin, et je crois que c'est un point vraiment clé, c'est de se dire tout ça ne se fera pas tout seul, et il faut aussi proposer des actions pour accompagner. On a beaucoup parlé de transformation, d'accompagnement du changement, mais avant tout, il faut proposer effectivement un certain nombre d'actions pour accompagner les professionnels de santé dans ces discussions. Et dans 10 ans, c'est maintenant, tout de suite. Je crois qu'il y a 2 milliards sur le santé. Ouais. J'espère qu'il y en aura. Alors, attendez, on va passer, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment pérenniser tout ça. Alors, Covidom va avoir une suite. Vous l'appelez Covid comment? Télédom, alors c'est du téléaccompagnement. Oui. Comment ça va se pérenniser? Et c'est ça la question maintenant. Alors Elisabeth Hubert nous a dit tout à l'heure à quelles conditions ça peut se faire, mais comment faire en sorte que le soufflet ne retombe pas? Eh bien, la première chose, c'est que ce qui a été intéressant, c'est que cette volonté de continuer Covidom, c'est une volonté conjointe URPS, donc les libéraux, et la PHP. Et c'était la condition pour poser la première pierre de la suite. Sinon, on ne serait pas allé. La deuxième chose, c'est de se dire, on va essayer de trouver quelque chose qui rende un service, non seulement aux patients, puisqu'on a vu avec Covidom l'impact sur l'absence de débordement aux urgences, etc., mais là, de rendre un service aux médecins. Or, moi, je suis médecin cardiologue, je m'occupe beaucoup de maladies chroniques, et donc on se dit, on ne pourra pas avoir un système de télésurveillance par patient et par maladie, c'est pas possible, c'est ingérable. Imaginez si vous aviez un téléphone par contact. Eh bien là, l'idée, c'est de dire, essayez de développer un système générique pour le patient comme pour le médecin, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une maladie quelconque à prendre en charge et que le patient sera un peu instable, parce que là, il a beaucoup de fièvre, parce que là, il a du mal à respirer, plutôt que l'envoyer aux urgences ou de me dire je vais l'appeler, je vais le rappeler, ce week-end, je vais l'appeler, eh bien là, on sait qu'il y aura la plateforme qui va être en secours, mais c'est le médecin, chez lui, qui décidera combien de temps il faut, quelle surveillance on fait, quelles sont les alertes, comment on va gérer ça, et il le verra en temps direct sur son téléphone, sur son ordinateur quand il aura le temps. Et ce que je dis qui est important,
c'est que si jamais le médecin n'est pas content de ce que j'ai dit moi au patient à partir de la plateforme, eh ben, il peut rappeler le patient et dire que ce que j'ai dit n'était pas bien. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on travaille vraiment en groupe. Après, comment arriver à le pérenniser? Eh bien, le premier élément, c'est une coopération avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui là-dessus a été exemplaire, qui nous a porté, qui nous a aidés, qui a co-travaillé également avec cette jonction libérale et hospitalier. Et puis, n'en déplaise à Mme Hubert, on a déposé un article 51, puisqu'actuellement c'est le seul moyen, finalement d'être financé. Et vous êtes content avec l'article 51? Je serai content dans quelques mois. Ouais. Mais voilà, et donc l'idée c'est qu'on a déposé justement ça à titre global. Et que l'idée générale à travers cet article 51, ça va être de permettre ce qu'on a fait là en fin de Covidom, de créer également des kits de déploiement pour les autres régions, de façon à dire le but c'est pas qu'on traite la France, c'est d'aider chaque région, chaque endroit, chaque médecin presque, à avoir son système avec sa plateforme, de façon à ce que pour lui, ça soit un service dans son quotidien. Parce qu'il n'y a pas de plus grand stress pour un médecin que de voir un patient qui est moyen, et on se dit qu'est-ce qui va se passer les 2-3 prochains jours. L'article 51, c'était une expérimentation qui permet d'avoir une dérogation tarifaire et donc d'avoir un financement différent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'article 51, mais tout le monde connaît l'article 51. Mais Jean-Paul Astier, est-ce que c'est pas un nouveau métier pour le médecin d'avoir une relation avec son médecin via un smartphone? Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas assez révolutionnaire? Je crois que par rapport à la question que vous posiez, les professionnels qui restent en silo, est-ce que finalement le numérique et l'e-santé va bouleverser les relations? Je pense que oui. Alors, pour tempérer ce que disait Elisabeth Hubert tout à l'heure, qui parlait de la guerre des territoires, oui, c'est vrai, mais vous savez, on ne change pas le monde en 3 jours. Donc il y a une tradition de silos et de guerre dans les territoires, et à l'inverse, il y a aujourd'hui des expériences émergentes, en particulier grâce à la Covid-19 qui nous a poussés vers ça. Il y a l'arrivée du numérique qui va bouleverser la relation entre le patient et son médecin. Et ses médecins. Et ses médecins dans leur globalité. Et tout ça, il va falloir qu'on le co-construise ensemble. Et j'entendais l'évolution de Covidom et ce qui va se passer. Je crois qu'il est fondamental de faire du patient un acteur de la santé, du médecin traitant celui qui assure le suivi au long cours du patient, et des médecins spécialistes, que ce soit les médecins spécialistes de ville, qu'il ne faut pas oublier d'intégrer, comme les médecins spécialistes hospitaliers, comme des intervenants au fur et à mesure des nécessités de l'évolution de la pathologie du patient. Mais ça va nécessiter des moyens, des outils de communication qui vont, je l'espère, avec le numérique, enfin pouvoir se parler entre eux. Parce que c'est ça le problème. 2022, il y a l'interopérabilité, il y a 2 milliards qui seront dépensés, donc on peut être optimiste. Écoutez, moi j'attends avec beaucoup d'intérêt qu'effectivement on y arrive, qu'il y ait une interopérabilité entre les différents systèmes et qu'il y ait une portabilité de nos données d'un système à l'autre. Aujourd'hui, on voit, y compris à l'intérieur de l'hôpital, des services qui n'arrivent pas à dialoguer entre eux, qui n'ont pas les mêmes logiciels. C'est une réalité. Alors, ne parlons pas du dialogue entre l'hôpital et la ville, parce que même en ville, c'est pareil. Entre tel médecin qui est équipé de tel logiciel, s'il veut changer son logiciel professionnel, il a beaucoup de mal à récupérer ses données. Attendez, on est au Moyen-Âge. Il faut que l'État prenne des décisions claires, et je trouve que la mission que porte Dominique Pont et Laura Le Tourneau qui était là tout à l'heure, je trouve que ça va dans le bon sens. L'État doit donner des règles. L'État doit établir de façon à garantir cette interopérabilité et que nous, on puisse dialoguer. C'est le cas aujourd'hui. Bon, c'est pas fini, c'est ce qu'ils disent, ce que la délégation ministérielle du numérique en santé dit. Est-ce que vous travaillez avec eux ou est-ce que vous êtes un franc-tireur et puis on va s'apercevoir qu'il y a d'autres gens qui font la même chose que vous à côté, que ça ne coopérera pas? Non, très clairement, et je crois que ça a été intéressant, vraiment un élément important, c'est que d'emblée, nous, on a joué et la transparence et l'information. C'est-à-dire tout au long du développement du projet, depuis ces premières semaines, il y a vraiment un lien avec la DGOS, donc le ministère de la Santé, qui nous a accompagnés avec des conférences téléphoniques, puis une visite sur site, puis une deuxième visite. Également, on a eu des réunions avec Laura Le Tourneau, avec Dominique Pont, parce que le but, c'est pas de garder l'idée pour soi, c'est justement de la déployer. Et vous savez, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le médecin, peut-être ça va changer son monde,
Moi, je vous citerai ce que m'a dit un médecin. Il y a 2 médecins qui m'ont dit des choses, entre autres, très intéressantes. Ces médecins qui intervenaient sur la plateforme. Un, c'était un médecin déjà guéri. Il m'a dit « J'ai retrouvé le sens de mon engagement en venant ici répondre aux questions des patients. » Et le deuxième, il m'a dit « Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, j'en étais féru. Moi, j'ai remarqué qu'on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle, on va devenir des soignants augmentés. Et ça, j'y crois beaucoup. Et ça, c'est dès maintenant, pour peu qu'on ait l'esprit ouvert. » D'accord. Elisabeth Hubert, une réaction? Non, je me retrouve tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, mais Philippe, vous évoquez souvent un certain nombre des choses qui ont pu être écrites par le passé. Quand je me souviens, ce qu'il y a 10 ans, j'avais écrit sur l'urgence qu'il y avait à gérer ce problème d'interopérabilité. C'est vrai, je pense que on se serait exonéré d'un certain nombre de difficultés. Il y avait le numérique dans votre rapport d'il y a 10 ans, il y avait le numérique qui était en bonne place, absolument. Il y avait le numérique en santé qui était en très bonne place dans votre rapport paru il y a 10 ans. Et voilà. Enfin bon, mais peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que, et je trouve tellement intéressant, si vous voulez, vous voyez, ce que je trouve un tout petit peu dommage, et ça ne tient absolument pas à ce que viennent de dire les intervenants, bien au contraire, mais quand je vois le projet Covidom, il est à ce point intéressant dans sa transformation, dans ce qui peut être fait. Je suis sûr qu'il y a plein de choses, mais telles que les choses sont présentées, on sent un grand appétit à être encore plus efficace, à mieux communiquer, à être transparent, etc. Je trouve dommage que quand on voit quelque chose qui est aussi intéressant, qui essayait à démontrer sa force, sa puissance, et qui a trouvé en plus des sources de financement, certes, qui n'avaient pas vocation à être pérennes, mais ça a existé, elles ont été là et ça a permis que les choses se fassent, qu'un projet de cette nature, qui a fonctionné et qui a rendu les services qu'il a rendus, soit obligé de repasser par les fourches codines d'un dépôt de dossier sous couvert d'un article 51, je trouve là ça dommage. Et je pense qu'on l'a démontré, des sommes considérables sont données, ont été données, sont données et seront données. Je pense qu'on peut peut-être s'exonérer de l'article 51 pour faire en sorte qu'un certain nombre de choses puissent avancer. Et j'incite les opérateurs de Covidom à effectivement aller plaider leur cause pour qu'il en soit ainsi. Je constate qu'il y a des possibilités sur d'autres sujets, donc pourquoi pas pour eux. Oui, c'est très important parce que souvent trop d'expérimentation tue les expérimentations, on le dit depuis un certain temps. Donc vous regrettez de devoir redéposer? Oui, c'était tout prêt. Rien n'est toujours tout prêt et je tiens à saluer à cette occasion le travail de toutes les équipes et également de la délégation interministérielle à la transformation publique qui nous a beaucoup aidés dans ce cadre-là. Mais vous regrettez tout de même de devoir montrer par... Il y a 2 choses, on pourrait dire il y a presque 2 regrets. Le premier, c'est que là, vous voyez, on est contacté par des hôpitaux, la Guadeloupe par exemple, Bayonne hier, qui nous disent venez nous aider, comment on pourrait faire, etc. Et c'est vrai que c'est dommage que ça vienne de la part de chaque acteur de terrain et qu'il n'y ait pas de communication coordonnée. Absolument. Le deuxième élément, alors qu'on sait, nous, pour la première vague, que ça marchait très bien, et qu'actuellement, avec le nombre de patients qu'on traite, 770 000 patients, 320 000 alertes, décrochés en moins de 4 minutes. Vous vous rendez compte, ça? On est capable, en plus, nous, on a la possibilité de traiter l'ensemble du territoire. Et donc, c'est dommage. Le deuxième élément, c'est de se dire, là, on est dans une vraie démarche qui n'est pas une démarche ville-hôpital, c'est une démarche de région, de territoire, de gens. Et donc, en plus, là, un élément où on met le patient au centre du terrain, et on se dit, ben voilà, grâce à ça, on pourrait très facilement déployer pour la future crise sanitaire, pour la canicule, et en plus non seulement faire ça, mais également développer le travail de formation. On a formé plus de 3500 volontaires depuis mars. Des médecins, des étudiants en médecine, des étudiants en dentaire, des gens qui ont été formidables et extraordinaires. Et je vais vous dire, là, les gens qui répondent au téléphone en ce moment, eh bien, il y a des gens, c'était des patients traités à la première vague et qui sont venus nous voir en disant « Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux venir ?» On a des avocats, on a des cafetiers, on a des hôtesses de l'air, on a tout le monde. C'est la nation citoyenne. Et là, on a changé un nouveau modèle. Vous traitez les cas contacts aussi? On traite également les cas contacts. Et est-ce que vous arrivez, parce que c'est le gros débat aujourd'hui, à les isoler? Alors, nous, ce qu'on va faire, parce que nous, encore une fois, on n'est pas du tout dans la coercition. Non, le but, nous, c'est la conviction. Exactement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le patient s'il a un souci technique, s'il a un souci de matériel.
matériel, s'il a un souci d'isolement, on va lui proposer des solutions qui vont être en fait en fonction de son lieu d'habitation. On va lui proposer le lien même pour le portage des repas. Donc on va s'occuper de tout ça et Covidom est une plateforme de dispatching. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans une logique où c'est le patient qui a le choix. Il a le choix de nous dire ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas besoin. Et là, on parle beaucoup de souffrance psychologique. Eh bien, depuis mars, on a une cellule de psychiatres libéraux, et je tiens à le dire, libéraux, et qui viennent sur la plateforme et qui répondent aux patients, qui les rappellent et qui gèrent tout le stress de ces patients-là. Et je suis très fier de dire qu'ils ont pu publier justement dans les journaux de la revue de psychiatrie la première revue sur justement ce stress post-Covid. Et je crois que c'est très important de le voir parce que comment ça s'est fait ces psychiatres ? C'est sa fille qui travaillait sur la plateforme qui a dit « Papa, est-ce que tu peux pas venir nous aider ?» Et le papa s'est déplacé et depuis, c'est lui qui gère l'équipe de psychiatres. Et je crois que toutes ces aventures humaines, eh ben, c'est des choses qu'on ne retrouve pas et qui nous redisent que la télémédecine, c'est l'humain d'abord, mais ça n'est pas que de l'humain. Vous en parlez avec passion et on vous écouterait longtemps. Elisabeth Achmanian, est-ce que les médecins sont prêts à utiliser cette nouvelle technologie en 2 mots ? Oui, peut-être déjà, je vais peut-être vous livrer quand même un ou deux résultats de l'étude qui sont quand même intéressants. Notre étude a montré que toutes les innovations technologiques dont on a parlé, elles offrent un potentiel de temps libéré, donc de temps disponible pour potentiellement à réinvestir, pour faire autre chose, d'autres tâches, qui pourraient aller jusqu'à 45% du temps actuel. Et ceci pour 80% de peu près des professions de santé. Ce qui est évidemment totalement très très important. Donc la question fondamentale, c'est que faire de ce temps à réinvestir ? Soigner. Mais justement, soigner, collaborer beaucoup plus peut-être entre voilà et bien évidemment consacrer ce temps peut-être aussi aux patients et à la relation avec le patient. Une des conclusions également de notre étude, c'est que finalement, et ça conforte tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'a priori aucun des métiers que parmi ceux qu'on a étudiés ne va disparaître en tant que tel. Donc c'est la bonne nouvelle. Il est évident que les disruptions technologiques, elles ne vont absolument pas substituer la technique à l'homme. La machine ne va pas remplacer le médecin. Je crois que c'est vraiment très très important. Et au contraire, le médecin va travailler différemment et va avoir probablement à développer de nouvelles compétences pour pouvoir utiliser pleinement les potentialités de ces outils. Et c'est également l'autre enseignement, c'est que finalement la montée en puissance de ces outils et donc l'impact en termes de temps libéré, on le verra plutôt après 2025. Donc l'apogée, ce sera 2030. Mais ça suppose évidemment que d'ici là, on ait bien évidemment accompagné cette montée en puissance et que l'ensemble des professionnels de santé soient absolument convaincus et adoptent pleinement les potentialités de ces outils. Et ça tombe bien parce que 2030, c'est l'arrivée du papy boom. Et le système de soins va prendre un sacré coup sur la tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les... C'est aussi le moment où arriveront énormément de médecins nouveaux. Absolument. Et c'est pour ça que dans les propositions qu'on a faites, il y a des propositions on fera moins de médecins d'ailleurs. De court moyen terme autour justement de la transformation aussi de la formation des professionnels de santé en disant on va peut-être passer un peu moins de temps sur la formation initiale parce que comme vous l'avez dit, maintenant on a des professionnels augmentés qui ont accès à l'information et peut-être que la formation elle devrait être plus axée sur apprendre à utiliser ces outils et apprendre plus l'analyse que la mémorisation et puis donner plus de place à la formation continue tout au long de la carrière. On est d'accord. Et puis changer les méthodes pédagogiques également. La formation initiale, c'est très important. Il faut commencer dès maintenant, mais on aurait commencé en l'an 2000. On serait mieux aujourd'hui. On arrive au thème de cette table ronde et de ce forum. Avant la remise des prix, un petit tour de table sur... globalement, comment faire en sorte que la crise a été vraiment un révélateur, un accélérateur. Il y a des choses formidables qui se sont passées au niveau de la e-santé, mais pas que, mais on est dans la e-santé. Quel est le levier, la chose qui va permettre de tirer profit de ça, de capitaliser sur cet acquis très rapidement? Ce à quoi il faut vraiment faire attention. Jean-Paul Ortiz. Moi, je dirais qu'il y a deux mots. Le premier, c'est confiance. Confiance aux acteurs qui sont aujourd'hui beaucoup impliqués, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur hospitalier ou libéral, qui vraiment se sont beaucoup impliqués et continuent à s'impliquer beaucoup dans l'organisation, j'ai pas fini, dans l'organisation de la réponse à cette crise phénoménale. Et vraiment, ils ont bousculé les règles et je crois qu'il faut leur faire confiance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'e-santé va bouleverser notre exercice et va, j'en suis convaincu, faciliter la fin des silos. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va être
un catalyseur qui va nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux dialoguer, justement de mieux construire ensemble avec les patients et avec tous les offreurs de soins, que ce soit l'hôpital, que ce soit la médecine de ville, que ce soit la diversité des professionnels de santé. Et pour ça, il faut que l'État nous fasse confiance, mais édicte des règles pour permettre que le dialogue puisse s'instaurer, parce qu'il faut qu'on parle la même langue aussi, simplement que ça. Mais ça, c'est fondamental. Voilà. On a pris 10 ans de retard, maintenant il faut y aller, et c'est très urgent. Patrick Jourdain, en 2 mots, mais des mots plus courts que... Alors 2 mots, alors moi je mettrais 4 mots. Confiance aux professionnels, ça c'est très important, c'est le terrain. Et le deuxième élément, c'est faire simple et pas des expérimentations trop longues. Et puis quand il faut investir beaucoup, même peu de temps, mais pour qu'on puisse faire des choses qui marchent. D'accord. Elisabeth Achmanian. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de mettre en œuvre l'ensemble des propositions qui sont dans notre rapport, et je dirais autour notamment de la transformation du modèle de recrutement et de formation, d'accélération de la transition aussi à grande échelle des compétences des professionnels qui sont aujourd'hui en activité, l'accompagnement et le soutien également à l'ensemble des professionnels dans une dynamique de transformation et d'accompagnement du changement, et puis aussi de faciliter les changements aussi au plan institutionnel avec donc les outils qui vont bien. Merci. Elisabeth, c'est devenu toute blanche tout d'un coup avec un éclairage fort. Non, parce que j'ai allumé de la lumière, c'était un peu sombre. Alors, en 2 mots. Deux choses, simplement. Moi, je pense que beaucoup de choses se sont faites et qu'il faut capitaliser. C'est-à-dire, on arrête d'expérimenter. Les expérimentations, elles ont lieu en grandeur nature, on capitalise. Et la deuxième chose, c'est de simplifier considérablement au niveau procédure, au niveau financier, ce que l'on a fait par le passé, ce qu'on a encore tendance à faire et ce qu'on a tendance à se remettre à faire pour permettre, ce que l'on évoquait tout à l'heure, que l'expérience qui a été lancée sur Paris, qui n'est plus une expérience, qui est une réussite, elle puisse se développer et qu'elle soit financée. Donc mes espoirs, ils sont de ces 2 ordres-là. Merci beaucoup, merci mesdames, merci messieurs. On va passer au résultat, au trophée du concours de pitch de start-up en santé.